Bonjour, on arrive à la conclusion de ma mini-série sur l'open source comme bouc émissaire. Alors je pense qu'on est passé depuis des phases un petit peu militantes, même avec un niveau de conviction fort, on va dire, à des choses plus pragmatiques, plus avec des interrogations, qui à mon avis sont nécessaires, légitimes. Et encore une fois, je veux pas qu'on sorte de ce cycle en considérant que l'open source c'est la réponse ultime à l'univers et à tout le reste. Non, non, ça ne le sera jamais. Mais par contre, ça ne peut pas être un ennemi. Ça ne peut pas être un ennemi parce qu'il est omniprésent et quelque part, il n'est que la continuité du processus scientifique et de la démarche d'ouverture scientifique. Jingle. Allez, on essaye de revenir à un peu de positif. Avant d'aller vers cet aspect positif, on va reformuler le problème. Euh, vous l'avez compris, hein, ce qui est en jeu, c'est pas la sécurité, ce sont pas les parts de marché, c'est un choix de société. C'est ce qu'on veut pour notre société future et ce qu'on veut laisser comme patrimoine derrière nous. D'un côté, il y a le modèle B ouvert, celui que moi j'ai envie de laisser, pour le coup. Le code est un bien commun, auditable, dans la majorité du possible. C'est-à-dire, il est évident qu'il faut du code fermé. Tout ne peut pas être ouvert parce qu'il faut aussi produire de la valeur. Et qu'à un moment, il faut nourrir les gens. Mais par contre, il y a des choses qui ont un tel intérêt collectif, une telle puissance de production de valeur collective qui, en eux-mêmes, même en étant ouverts, produisent de la valeur, et ben ils doivent être ouverts. Ce qui produit globalement de la valeur doit être ouvert. Ce qui produit spécifiquement de la valeur, lui, rien n'oblige à ce qu'il soit ouvert ou fermé. Disons que ça va être un choix individuel particulier. Le pouvoir doit être distribué. Et la rente est plus difficile à extraire. C'est en gros le modèle de société de faire en sorte qu'on ne donne pas toute la valeur économique à un groupe limité de personnes, mais qu'on essaye de le distribuer le plus possible. Ouais, bon, je veux pas passer pour l'utopiste de service hein, sur ce sujet. Et puis de l'autre côté, il y a le modèle A, qui est lui le modèle fermé. Quelques entreprises qui contrôlent des gros consortiums, qui contrôlent le code, les données, les prix et les conditions d'accès. L'utilisateur doit faire confiance sans pouvoir vérifier. La rente est maximale. Alors effectivement, hein, ça génère de la valeur spécifique pour un groupe restreint. C'est malheureusement un petit peu ce qu'on constate actuellement. Et puis ça, finalement, est-ce que ça crée vraiment de la vraie innovation, de la vraie avancée de société? Je pense pas. Moi, personnellement, je ne pense pas. Si on regarde les chiffres clés du marché, quand on regarde les chiffres, c'est particulier hein, de se dire. Il y a une prise de conscience, parce que finalement, les chiffres, je les ai que à partir de 2024, malheureusement, j'ai pas pu les actualiser. Le marché total, c'est à l'époque, en 2024, 920, 950 milliards. Je pense que c'est bien plus que ça maintenant, mais donc ça, c'est nos 100% de parts de marché. Et puis finalement, l'open source en 2024, c'était 65 à 75 milliards, donc allez, grosso modo 8% de parts du marché. Par contre, avec une croissance qui était déjà énorme à l'époque et qui doit encore plus s'accélérer, malgré les signaux que j'ai pu évoquer, entre 17 et 21%. Et le code propriétaire, lui, c'est une rente. Et c'est ça qu'il faut bien regarder quand je parle de rente. C'est que c'est 850-880 milliards 92 à 93% du marché, mais c'est en stagnance. Quelque part, il y a une évolution, mais c'est plus une évolution d'évolution conjoncturelle qu'une tendance. La tendance, elle est bien à défendre les modèles open source, et parce que je pense que la maturité sur l'open source s'améliore. Et en tout cas, c'est ce que j'essaye de défendre sur ma chaîne. Donc, le discours alarmiste sur l'open source, c'est fondamentalement un discours de défense de la rente. C'est-à-dire, on sent qu'il y a une croissance forte et que le but du jeu, c'est de ne pas voir ses parts de marché diminuer. Bon, moi, je pense que c'est pas la peine de calculer comme ça. C'est-à-dire, il faut redéfinir une façon de produire de la valeur, et c'est pas parce qu'il y a de l'open source dans l'équation qu'on ne peut pas produire de la valeur. Elle doit être produite différemment, et quoi qu'il arrive, effectivement, elle sera plus distribuée. Est-ce que l'open source, c'est le monde des grosses entreprises géantes, leaders du marché? Non, c'est peut-être plus un maillage plus complexe pour le coup, effectivement, d'entreprises plus dispersées, mais peut-être plus équilibré.
d'un point de vue presque global. Ça vient de sources comme Gartner, de la Linux Foundation ou du Market Reports World. Donc là, forcément, je vais sur le problème éthique. Donc dénoncer un risque réel ou fantasmé pour justifier la fermeture ou la concentration des profits, ça pose évidemment un problème éthique fondamental. C'est un détournement du principe de précaution. J'ai largement discuté de ce sujet sur ce cycle. Invoquer la sécurité pour protéger un modèle économique, c'est pas de la prudence, c'est de la manipulation. Et on l'a vu avec le FUD. C'est une privatisation du bien commun. Le logiciel open source est un patrimoine collectif et plaider pour sa restriction revient à clôturer un jardin public pour y installer un parking payant. C'est exactement la même chose. C'est une atteinte à la souveraineté numérique si seules quelques entreprises majoritairement américaines, et c'est assez grave en ce moment, et c'est peut-être pour ça qu'on a de la réaction au niveau européen, contrôlent le code de l'intelligence artificielle, par exemple, des systèmes d'exploitation et du cloud, parce que c'est à peu près la situation dans laquelle on est, et c'est aussi pour ça que finalement, peut-être que l'open source est une solution européenne, parce que ça fait partie aussi de notre nature un petit peu de nos visions de la démocratie, d'un modèle de société que j'espère on continuera à défendre. Si effectivement on laisse que quelques entreprises contrôler tout ça, alors aucun État, aucune organisation, aucun citoyen ne pourra contrôler réellement être libre et contrôler son infrastructure numérique. Et enfin, et c'est tout aussi grave, c'est un frein à l'innovation. J'ai fait une vidéo pour parler d'open innovation, des liens entre open source et open innovation. Les plus grandes avancées du numérique, Internet, le web, Linux, Android, l'IA, et je suis très clair sur le sujet, sont nés dans l'ouverture. Refermer la porte au nom du risque condamne la prochaine génération d'innovation. C'est-à-dire ils auront pu cette brique ouverte sur laquelle ils pourront capitaliser, capitaliser d'un point de vue innovation, comme base pour avancer. Donc forcément, ils devront avancer soit sur des boîtes noires. L'IA va changer la donne, donc c'est difficile d'être un peu devin sur le sujet, on verra bien. Mais en tout cas, ça va être problématique. Maintenant, je vais conclure un petit peu ma vidéo et puis je vais essayer de revenir sur ce qu'il faut retenir. Et je pense que le premier point, c'est vraiment, à mon avis, très important à souligner. Les critiques sur l'open source ne sont pas neutres. Elles sont en grande partie portées par les acteurs dont le modèle économique repose sur la fermeture. Je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je le réinsiste dans la conclusion. Donc fermeture, opacité, et donc cette opacité dans un objectif de verrouillage. L'open source, si vous ne l'avez pas compris, je ne sais pas comment je dois le ressouligner plus, il est partout, y compris dans les produits de ceux qui le critiquent, dans les produits propriétaires. Le risque, c'est pas dans l'ouverture du code, il est dans l'exploitation sans contribution. C'est plutôt effectivement une responsabilité, une redevabilité des entreprises que de contribuer à ce logiciel et pas de pointer du doigt en disant « Ah bah non, le problème c'est Log4j. » Oui, mais tu l'as maintenu Log4j, tu as contribué à Log4j. La petite librairie de machin, le gars qui est tout seul pour développer, tu t'en occupes. Et ouais, c'est plus comme ça qu'il faut le lire de mon point de vue et de se dire une entreprise vertueuse avec une vraie démarche RSE, cette fois-ci pas environnementale mais sociale, elle va se poser la question de la solidité de la structure des projets qu'elle utilise, et y compris identifier le petit développeur qui est dans son coin. Et ça, pour moi, dans une grosse entreprise, c'est de la responsabilité d'un OSPO que de pointer du doigt les endroits où on identifie le fait qu'il y a de la valeur qui est utilisée par l'entreprise, qui potentiellement permet à l'entreprise de dégager elle aussi de la valeur, et qui malheureusement n'est pas suffisamment rétributive de la personne qui le produit parce que c'est de l'open source. Et que finalement on se dit, bah, c'est de l'open source, c'est du logiciel gratuit. Non, il n'y a rien de gratuit. Il n'y a jamais rien de gratuit. L'open source, c'est contributif, bénévole peut-être, mais c'est pas gratuit. Donc effectivement, hein, le fait d'exploiter, d'utiliser du logiciel sans contribution, et le fait de ne pas participer à la fabrication, c'est absolument pas normal. Le dernier point que je veux souligner, c'est le fait que défendre l'open source, c'est pas un acte militant marginal. En tout cas, moi, je veux pas le voir comme ça. C'est une volonté de défendre un bien commun numérique et la définition même d'un bien commun.
C'est un modèle basé sur la transparence, mais c'est aussi un modèle de souveraineté. Et vu les problématiques géopolitiques actuelles qu'on a, notre volonté de retrouver de l'autonomie, il faut trouver des moyens d'être finalement aussi compétitif vis-à-vis de corporates qui se sont largement bien établis, et l'open source fait partie de ces éléments de réponse. Je pense que c'est des choses qui sont identifiées d'un point de vue des structures d'État et ainsi de suite, mais il faut à mon avis encore aller beaucoup plus loin, et il faut le faire en se rappelant qu'on est en Europe dans une habitude démocratique, dans une structure démocratique, une structure éthique, mais je pense qu'il faut effectivement le faire avec la volonté d'aller sur les chemins de l'innovation et de l'évolution technologique et de la réindustrialisation aussi. Donc, voilà, je suis parfaitement conscient que ma vidéo, elle a des passages qui potentiellement sont peut-être un petit peu clivants. Alors clivant, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, il y a mon avis personnel qui est ressorti beaucoup plus que sur la majorité des vidéos que je fais sur la chaîne. Je suis malgré tout tout à fait ouvert à des visions contradictoires. Je suis pas ouvert à des débats stériles, mais disons que voilà ma position sur les cas de figure que j'ai voulu démontrer dans la partie FUD. Et évidemment, il y a une part il y a une part d'exagération sur le sujet parce que voilà, il existe de la pédophilie, il y a des problèmes réels sur les réseaux internet, évidemment, il existe des problématiques sur le terrorisme. Le débat n'était pas là. Je cherche pas le débat sur ce sujet, je cherche le débat sur la façon dont on utilise ces sujets. Mais il faut lutter contre le terrorisme, il faut lutter contre la pédophilie, il faut lutter contre tout ce qui est négatif dans notre société. Par contre, il faut systématiquement se poser la question de savoir est-ce que la solution qu'on me propose lutte contre ça ou est-ce qu'elle sert des intérêts différents. Et c'est sur ça que je vais conclure. Au revoir et merci, abonnez-vous.